Dominique, Alain, merci d'être venu. avec plaisir. Et merci d'amener ta petite histoire de la mine du paradis que qu'on va essayer de construire ensemble. Alors, tu viens d'où? Alors moi je viens de Jarny. De Jarny. De Jarny. Et donc j'ai entendu parler de la mine du paradis par le copain qu'on avait en commun, le Dominique Guzot, Ok. qui lui était rentré par hasard, avait quitté son métier de boulanger, était rentré en cours d'année au centre d'apprentissage en 1969. Et moi j'avais eu la chance de visiter la mine de Jarny. Et quand on a 15 ans, qu'on visite une mine, on voit des gens et des explosifs, des gros engins. Donc c'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant pour un jeune de 15 ans d'essayer de se projeter dans un milieu viril plutôt que dans un magasin ou derrière un bureau ou à faire d'autres métiers. À l'époque, il n'y a pas de chômage, donc on n'avait pas le souci de se dire c'est par obligation que je choisis ce métier. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à une dizaine de Jarny à passer le concours pour rentrer au centre d'apprentissage en 1970. Alors, rappelle-moi un petit peu, rafraîchis-moi un peu la mémoire des noms, parce que j'ai connu tes copains Alors, il y d'Arpel. avait Dominique Buzot, il y avait Dominique Garelis, il y avait le Gérard Ranzac, il y avait le Norbert Kolsch, il y avait le Joseph Caridi, qui ont fini à Mayeuvre, Oui. il y avait Walker et Pisetta. Voilà, ça c'était le groupe des 7 qu'on était apprentis en 70 jusqu'en 72, avec Maurice comme moniteur de fond, qui nous a encadrés, qui nous a formés au peu à bas du métier de mineur. Voilà. Donc tu as fait une scolarité normale après CAP. J'ai fait une scolarité chaotique. Oui, mais peu importe. Mais je veux dire, c'était à ton époque, lui à son époque, c'était CAP de mineur. Toi, c'était conducteur dépanneur ou pas? Non, c'était pas CAP d'aide mineur. CAP de mineur n'existe pas. CAP d'aide mineur. Voilà. CAP d'aide mineur, et pour être mineur, après, il fallait passer le permis de tir. Ah voilà, d'accord. Voilà. On abordera après avec toi, si tu le peux, ou si tu as encore des souvenirs de ça. J'ai oublié de parler à Maurice de ça, c'est du statut du mineur. Oui. Est-ce qu'on l'aborde maintenant ou après? Bon, on peut par la suite, je pense. Hein? Donc toi, tu as passé ton CAP d'aide mineur, tu as commencé après en équipe directe, mais toujours au même chantier où J'ai commencé le 6 juin 1972 du poste de l'après-midi, le poste B, quartier 01, premier mineur Méroto, avec tous les anciens d'Auboué, Cittadini, Moukovnine, puis Franco, Naldo. Puis j'en oublie, voilà, ça c'était Ferrari, Gino, c'était tous les anciens du 01. Voilà, Roger Fedel, qui était un ancien d'Auboué. Qui c'est qu'il y avait? Il n'y avait pas Poncin avec? Il y avait Poncin, c'était l'autre poste. L'autre poste, voilà. D'accord. Donc on était... beaucoup de gens d'Auboué à l'époque qui étaient dans le quartier. Alors dans mes souvenirs, le 01, c'était le quartier du Translauder. Est-ce que tu as connu ça? Tu n'as pas connu? Non. J'ai connu... c'était le quartier qui était un petit peu favorisé parce qu'on ne faisait pas la nuit. C'était quand même un grand avantage. On faisait que les deux postes, le matin et l'après-midi. C'était un quartier avec de la hauteur, donc on avait un aérage qui était plutôt favorable comparé aux collègues qui bossaient au quartier 09. Là, c'était des couches en rouge, donc 3 mètres, 3 mètres 50 de puissance, alors que nous, on était à 5 mètres, 5 mètres 50. Donc, il faisait mieux vivre au 01 qu'au 09. Voilà. D'accord. Et au niveau exploitation, c'était, je veux dire, moins dangereux, plus dangereux, vous êtes de la hauteur? C'est sûr que quand il y a un bloc de 5 kg qui tombe de 5 mètres 50, ça fait plus mal que s'il tombe de 3 mètres. Voilà. Donc, c'est vrai que, puis à 5 mètres 50, on n'a pas une vision extraordinaire. Et les machines à purger sont venues dans les années 78. Donc ça a quand même grandement sécurisé le travail des mineurs, parce que c'est quand même, quand on a une barre à mine qui fait 5 mètres 50 à bout de bras, le premier quart d'heure on est fort, au bout de 2 heures et demie on a du mal à travailler avec. Donc le fait d'avoir des machines à purger, dès qu'il y avait un bloc qui était douteux, on ne s'était rien de l'abattre. Alors qu'avec une pince à purger, c'était quand même un travail autrement plus pénible. Voilà.
la production était un peu équilibrée par rapport aux autres quartiers, même s'il y avait de la hauteur. Non, elle était Non, plus importante. plus importante Le quand même. 0,20 était plus Donc, important. comme disait Maurice, si tu étais payé au pourcentage, c'était... Bon, il y avait à l'époque la PIV, la prime d'intéressement variable, et la prime de quartier. Donc, en général, il n'y avait pas de grosses différences entre un quartier et l'autre. Je parle après les années 70. Je ne parle pas comme Maurice Oui. dans les années 55-60, où là, c'était différent. Mhm. Donc, il y avait le mineur à 100% et tout le reste de l'équipe était à 97%. Ah oui, donc c'était bien équilibré quand même. C'était voilà, ce qui existait. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'inflation, donc on avait 14 à 15% d'augmentation par an. Exact. Mais comme la vie augmentait de 17%, on perdait 2% de pouvoir d'achat. Voilà, ça on s'en rappelle moins. On gagnait juste sur les prêts qu'on avait contractés au moment-là, quoi. Oui, mais les prêts, Oui. ils Après, ils ont été excessifs. Oui, Voilà, voilà. excessifs. Donc toi, tu as connu la mécanisation de plein, Oui, quoi. tout à fait. J'ai connu au départ, c'est encore beaucoup d'électrique, hein, avec les Secoma électriques. Mhm. Par contre, on a fini au tout diesel. Alors ça aidait à la productivité, mais par contre, au niveau des nuisances, on avait des engins qui polluaient, parce que tout à l'heure, vous évoquiez les bacs de barbotage. Moi, j'ai toujours le souvenir, lorsqu'on était au fond de taille pour préparer en tant que mineur le chantier, il fallait le boulonner avec l'unimog. On avait des unimogs. Quand on faisait des prises de pipette, c'était 800 ppm. On allait au-delà du maximum qui était gradué. C'était de la folie. Au bout d'une demi-heure de travail, avec ces engins-là, on avait les yeux tout rouges, quoi. Voilà. Aujourd'hui, quand on entend parler de la nocivité des moteurs diesel, quand je pense à tout ce qu'on a pu avaler pendant des décennies, c'est terrible. Terrible. Et parce qu'aujourd'hui, ils parlent beaucoup des particules fines. Oui, à l'époque, c'était particules fines et particules moins fines. Ouais, je me rappelle peut-être pas toi, mais je me rappelle des copains quand ils me montraient leur filtre au casse-route. C'était noir. C'était noir, donc malgré tout. Ils retenaient partout. Bah oui. Donc tu as connu tout ça. La dangerosité, elle a été un petit peu éliminée à cause de la mécanisation. Il y a eu moins de morts, moins de blessés. Oui, il y avait moins de tués, bien entendu, par chute de bloc. Par contre, il y a toujours eu la dangerosité liée au métier, que ce soit à travers les engins eux-mêmes, avec les nuisances, et puis le risque inhérent. Tout à l'heure, vous évoquiez le dépilage. C'est vrai que, comme j'ai quand même la moitié de ma carrière dans l'haute mine, à Roncourt, il y a une catastrophe dans les années 60, 5 morts, avec un effondrement, et pas tués du fait de l'effondrement, tués du fait du souffle. 5 morts. Donc on ne s'imagine pas la masse d'air que ça peut dégager. Que les tonnes dégagent, quoi. Donc toi aussi, tu as dû connaître l'accident que Maurice a relaté un petit peu, le premier effondrement minier en 72, 71. Alors en 72, j'étais aussi aux Arpettes. Par contre, moi j'étais au jour, la semaine-là. Et on a entendu les sirènes hurler, bien entendu, et un petit peu avant l'échange de poste, vers 1h30, on savait que c'était un quartier d'Aubuis qui avait pris la secousse, qui s'était répercutée jusqu'au jour. Voilà. Donc ton cursus, c'était tu as fait mineur en quartier. Alors le quartier, justement, c'était le quartier 55, quartier qui était à l'origine de l'effondrement de 1972. Donc c'était aux alentours du Bure? Non, pas du tout. C'était aux alentours vers les glaciers Girano. Et Aubuis a la particularité d'être entre deux failles. La faille de Coinville, la faille de Girano. Et là, en 72, on était très proche. Les travaux avaient été faits très proches de la faille. En plus, c'était des vieux chantiers qui avaient été repris, ce qu'on appelait des élargissages. On tirait des abattages, on tirait des fonds, et puis on essayait de récupérer un petit peu de mine de chaque côté. Et la proximité de la faille a fait que, voilà. Donc, tu as étudié ce système-là, toi, après, ou non? Non. Bah, j'étais à l'époque... Oui, non, mais je veux dire, après... C'était la fin de mon apprentissage. On pensait plus au bal de samedi soir. Non, je suis d'accord, mais je pensais surtout que peut-être que quand tu es passé délégué mineur, non, t'as feuilleté... Non. Nos préoccupations étaient plus d'ordre social et industriel
l'effondrement avait eu lieu 10 ans avant. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire, parce que ceux qui l'ont subi ne peuvent pas l'oublier. Les communes qui ont été impactées ne peuvent pas l'oublier. Par contre, après, la vie industrielle a continué. Voilà, pendant une vingtaine d'années encore. Oui, exact. Oui. Mais bon, après, Boris, il a expliqué. En plus, il l'a vécu. Il l'a vécu, donc puis il y a des archives très, très nettes là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire après par la suite? Est-ce que tu veux qu'on aborde tout de suite ta prise de ton élection au délégué mineur, ou comment que le processus il s'est fait petit à petit? Tu es devenu... Je suis rentré ouvrier en 72. À l'époque, le délégué mineur était Jean Chipavka, qui a été un élu d'Auboué. Et je rends hommage aujourd'hui, parce que le camarade Jean était un bon militant qui m'a appris ce que c'était que le militantisme. J'ai tout de suite adhéré à la section CGT et je me suis retrouvé au conseil syndical à la fin de l'année 72. Progressivement, tout à l'heure, Maurice parlait du directeur Mellet, François, parce que j'ai connu les deux. L'Henri, pardon, à l'époque c'était l'Henri. Voilà, moi j'ai connu mieux François. Et François Mellet, donc l'Henri Mellet était directeur, et à l'époque, peut-être en 73, le Victor Mercuriali me dit: écoute, tu vas assister à un comité d'entreprise et on peut changer de délégué syndical, de représentant syndical à chaque CE. Donc tu vas venir. Et puis je viens, il me dit: tu parles pas, t'écoutes, tu regardes. Et à un moment donné, on parle de mon quartier, du 01. Et puis entre mes camarades du syndicat qui n'étaient pas du quartier et la direction, ils disent une ineptie, et donc moi je prends la parole et je corrige. Et le père Mellet dit au Victor Mercuriali: vous direz au jeune homme là que je n'ai pas autorisé à prendre la parole. Chut. Quand on a 18 ans, ça ravit. Ça calme. À l'époque, c'était voilà. Oui, c'était encore le rapport de force était très très tendu. Voilà. Très tendu. Donc après, petit à petit, élu au CE, formation syndicale, fusion avec... alors que je n'ai pas tout à fait le même regard que Maurice, parce que moi j'ai travaillé quand même 12 ans aussi à la mine de Roncourt, donc je peux dire que les mineurs d'abattage, en arrivant à Roncourt, ont travaillé 30% en plus. Par contre, pour tous les gens qui étaient à l'entretien, en régie, eux, c'était beaucoup plus favorable. Point de vue salarial, il y avait beaucoup plus de catégories 9, alors que c'était exceptionnel d'avoir des gens en 9e catégorie au niveau de l'entretien à la mine du Paradis. Il y avait des conditions de travail pour l'entretien qui étaient, à mon sens, nettement plus favorables, une meilleure reconnaissance des hommes à l'entretien à Roncourt. Ça, je peux le dire. À l'abattage, c'était plus mesuré, nuancé. Peut-être du fait que la mine de Roncourt, c'est une mine siliceuse, avec des couches de faible puissance, 3 mètres, 3 mètres 20, et que pour pouvoir survivre, il y a toujours eu une nécessité d'être au maximum de la productivité. Donc, petite hauteur, mauvaises conditions de travail, donc nécessité d'avoir un rendement et un investissement, je dirais, supérieur à ce qui aurait été normal d'attendre. Voilà. Je reviens sur ton épisode de délégué mineur. Tu es venu délégué mineur déjà au Paradis? Non. Au Paradis, je me souvenais plus, du fait de la loi de Voleur qui permettait à des représentants, alors c'est la proportionnelle intégrale, alors autant on peut la réclamer au niveau politique, autant que quand on est mineur, qu'on vote pour un délégué mineur, c'est-à-dire pour avoir un camarade qui nous représente dans son puits. Faut savoir que ce système permettait à des gens avec 25% des voix d'être élus délégués mineurs. Donc on a eu en 1979 un délégué mineur, Victor Merotto, qui a été élu. Bon, c'était pas un militant, et par solidarité, il s'était mis sur une liste, parce qu'il fallait une liste complète
notamment pour sauver un de ses camarades de la CFDT qui était à Giromont, Ivankowski, je crois, de nom, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et que Force ouvrière, qui était encore un petit peu présente à la mine du Paradis, s'est rappelé de l'élection de Valeroy 20 ans avant, qui avait permis une élection sur Valeroy voilà. du même genre d'un délégué FO pour sauver un autre délégué CGT dans une mine qui était appelée à durer, donc a rendu la monnaie de notre pièce en votant tous pour la CFDT. Et donc il y a eu un délégué mineur mal élu avec 30%, qui a été le dernier délégué mineur de la mine du Paradis. Mais c'était une bonne guerre. Disons. C'était pas de bonne guerre, Oui, parce que je reste persuadé que c'est comme dans une commune. Imaginons dans une commune, entre Valeroy, Moutier, Auboué, Jeuf et Aumécourt, on vote, chaque habitant vote pour son maire, et qu'à Auboué, un maire est élu avec 30% des voix et va représenter tous les administrés pendant 6 ans. Les gens auraient du mal à comprendre. L'élection, ce qu'on appelle la loi de voleur dans le domaine minier, c'est cela. Non, mais je veux dire, c'était ce qui s'est passé à Giromont ou dans d'autres mines, oui, dans les mines de charbon. Alors nous, on était impactés parce que dans les mines de fer, la CGT avait le monopole, représentait plus de 90% des voix aux élections professionnelles. Et c'est vrai que lorsqu'il y avait un délégué mineur autre que CGT qui était élu, c'était toujours, quand il y avait 5, au maximum c'était 5 candidats possibles. Il fallait avoir 92,5% des voix pour avoir l'assurance d'avoir tous les délégués mineurs de la CGT élus. 92,5% des voix pour 5 circonscriptions, ce qui est quand même quelque chose d'aberrant. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, lorsqu'on a eu la fusion ou l'absorption, parce que c'était une absorption, voilà. On s'est retrouvés tous à la mine de Roncourt, même si la mine du Paradis a continué de vivre, puisque le quartier, il y avait encore un quartier qui était en exploitation, qui a duré, un quartier calcaire, qui a duré le 09 pendant encore des années. Voilà. Donc, il y avait 2 délégués mineurs, et la section syndicale a décidé qu'un délégué mineur qui se présenterait serait issu en partie de la mine du Paradis, puis également par rapport, je pense, à l'investissement des uns et des autres. Donc les copains m'ont fait confiance, et on a été aux élections, et j'ai été élu donc en 82 délégué mineur de la circonscription Roncourt-Paradis. Et ma première visite a été pour la remise 3 de la mine du Paradis. Oui. Voilà. Moi, j'avais quitté la mine en 80 déjà. Voilà. Donc après, on s'est perdu du tout. Voilà. On s'est retrouvés dans les manifs, dans les actions. Voilà. Et toi, comment tu as vécu un petit peu ce passage, soit de la mine du Paradis à la mine de Roncourt, ou soit d'ouvrier à délégué? Ah bah, ouvrier à délégué, tu es toujours ouvrier, tu es représentant. Oui. Mais je veux dire, par contre, tu es quand même plus investi, c'est plus surveillé, je veux dire. Alors, déjà le passage du Paradis à la mine de Roncourt. Ça a été un petit peu compliqué. J'ai perdu ma place de titulaire dans un quartier. Étant militant, je pense qu'il y avait aussi une volonté de sabrer. Il ne faut pas s'en cacher. Non. Et lorsque j'avais été convoqué par l'ingénieur d'exploitation et le chef d'exploitation, donc de Blé et Langlin, ils m'ont demandé ce que je savais faire. Donc j'étais mineur, je savais faire boulonneur. Qu'est-ce que tu sais pas faire? Surtout pas foreur, parce que puis pas travailler de nuit, parce que j'ai jamais fait. Viens nous voir demain. Donc ils m'ont dit tu vas faire foreur, on va t'apprendre. Tu travailleras dans un quartier qui est de nuit, et le quartier de la U, qui était le quartier qui était le plus compliqué en termes d'ARH. Voilà. Donc je peux dire que mes premiers mois à Roncourt ont été un petit peu compliqués. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut essayer de reprendre le dessus. Il arrive un moment où on pourrait baisser les bras, donc je ne l'ai pas fait, mais des fois ça tient à peu de choses. Voilà. Le quartier où ils t'ont nommé, il y avait des copains du Paradis ou pas? Non, aucun. Non, aucun. Non. Donc tu étais en plus seul. Voilà. Tu étais seul en plus. Voilà.
Donc ils ont tout fait, quoi. Oui, ben là aussi. C'est là que tu vois que c'était vraiment dirigé. Quand tu sens que tu es un militant en devenir, tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour le casser? Voilà. D'accord. Alors, d'un côté, s'ils arrivent, ils ont gagné, et de l'autre côté, ça endurcit. Et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui. Et je pense que c'est là que j'ai eu un vrai déclic pour essayer de surmonter les difficultés. Là, quoi. Voilà. Donc, après quelques années, ou quelques mois, quelques mois après, il y a eu les élections de délégués mineurs et j'ai été élu délégué mineur. Voilà. Alors, dans des conditions encore difficiles, puisque la même loi de voleur a joué pour un représentant CFTC qui a été élu dans la circonscription de Roncourt à la place de Joseph Klerovitch, qui était délégué mineur depuis 9 ans. Voilà. Donc ça a été... c'était un petit peu compliqué, puisque je pensais c'était un très bon militant, Joseph, donc je pensais il aurait dû continuer à être délégué mineur, et je dois dire que je lui avais proposé de démissionner. Il m'a dit non, il m'a dit pas de ça chez nous, tu as été élu, moi j'ai pas été battu, c'est la loi de voleur, on reprendra le siège, et effectivement on a repris le siège. 3 ans après, il y avait 2 sièges à Roncourt, on a repris les 2 sièges, et il a été réélu délégué mineur 3 ans après. Donc quand tu parles de siège, il y avait la vieille mine et le nouveau carreau? Non, il y avait la mine de Roncourt avec la mine du Paradis. Ah, et après, il y a eu l'extension de la circonscription de la mine de Droitemont et de la mine de Giromont. Et alors, il y avait aussi, on allait jusqu'à Mayeuvre, derrière la gare de Mayeuvre, puisqu'on sortait de notre minerai là-haut. Là-bas, ouais. On allait jusqu'à Romba, ma circonscription allait jusqu'à Romba. Donc, c'était une circonscription qui était très étendue. Oui, là Dominique, on parle un peu entre gens plus ou moins avertis, délégué mineur. Qu'est-ce que c'est un délégué mineur? Parce qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas savoir ce que c'est. Dans les mines de fer, dans les mines, il n'y a pas de délégué du personnel. Il y a un délégué mineur qui fait fonction de délégué du personnel et fonction de délégué à l'hygiène et à la sécurité, permanent. Donc, à une certaine époque, le délégué mineur était même plus payé directement par la mine, il était payé par le service des mines pour pas qu'il y ait eu de lien hiérarchique entre l'exploitant et le représentant des mineurs. Donc, c'est une fonction particulière qui assure un équilibre entre l'exploitant et les ouvriers. J'avais peur que je dise exploiter. Exploiter aussi. Exploiter aussi. Mais cette fonction a perduré au niveau du paiement du service des mines ou ça s'est arrêté à un moment donné? Là, la fonction de délégué mineur existe toujours. Aujourd'hui, il existe encore des délégués mineurs à la mine de Varangéville, qui est la dernière mine souterraine en activité en France. Mais toujours payé par le service des mines? Non. Après, on continuait à être payé par l'exploitant. Là, je parle d'une époque que moi je n'ai pas connue, qui était antérieure. Mais c'était vraiment parce qu'à l'époque, les délégués mineurs, lorsqu'ils étaient battus aux élections, étaient licenciés. On ne les réembauchait pas, surtout s'ils étaient à la CGT. Je venais à ça parce que dans les discussions qu'on a eues avant de venir ici, tu m'avais parlé de ton licenciement. Ah ben j'étais licencié Donc excuse-moi, j'avais supposé, moi, après ça m'est en parlant avec Guy, il dit le délégué mineur, dans nos souvenirs, il était toujours payé par le service des mines, donc il faisait partie de l'effectif de la mine. Donc après, on avait supposé ça. Donc, si tu veux... Oui, donc le délégué mineur était payé par indemnité journalière. Et les indemnités journalières ont toujours été fixées par le service des mines. Et les indemnités journalières étaient fixées en tenant compte de l'importance de la circonscription, des quartiers, des kilomètres de voies, du nombre de chantiers, des installations au jour, au fond, électriques, d'entretien mécanique, d'entretien hydraulique pour les pompes. Donc c'est tout un ensemble qui est calculé. Alors c'est toujours une bataille de chiffonnier, parce que l'exploitant minier dit avec 8 visites réglementaires, il y en a assez. Et nous, à la CGT, on dit avec un délégué mineur, ça ne suffit pas, il en faut 2, et encore, c'est limite. Voilà. C'est parce que la part qu'on donnait au mouvement revendicatif, à la défense des intérêts des camarades, était toujours prépondérante
même si la partie hygiène-sécurité était toujours importante et faisait partie de la fonction. Tous les jours, on a un registre qu'on remplit à la fin de notre visite sur lequel on note ce qu'on a visité, ce qu'on a constaté, s'il y a des urgences. Et en général, on n'attend pas de le noter lorsqu'on voit une situation qui présente une potentialité de risque. On avertit directement ou le contremaître ou le porion ou l'ingénieur lorsqu'on remonte. Voilà. Ta question, Alain, je ne me rappelle plus, c'était... Je voulais en venir sur ton licenciement. Ah oui. Parce que, après, je pense que il me semblait, avec toi, parce qu'on a visionné un peu les films, les reportages sur les dernières actions des mines de fer, et je t'ai vu parler, mais bon, on n'a pas le son, mais on t'a vu parler, donc oui. J'aurais aimé terminer, parce que bon, le Maurice, il a bien expliqué au niveau de l'exploitation, toi aussi, mais comme tu es délégué mineur et tu as vécu la fin des mines, maintenant... Alors, le 26 juin 1989, on est en grève. Et on est en grève parce qu'on subodore qu'il va y avoir une annonce terrible concernant la fin de l'Orbine. Et effectivement, il y a un CCE extraordinaire et on annonce le même jour la fin de l'Orbine et la fin de Ucange. Explique l'Ormine, parce que... L'Ormine, c'est la société, c'est la dernière société. C'est la dernière société qui a représenté le groupe. Ça, c'est l'or, et qui était l'appellation juridique qui regroupait toutes les activités minières de Saint-Cyboire. Donc, on nous annonce la liquidation, on nous annonce une échéance entre 92 et 95, et finalement, l'échéance-là ne sera même pas respectée, puisque au 31 juillet 92, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y a la fermeture de la mine du Perrotin qui est la dernière. La première a été celle de Mérimainville en juin 91, et Roncourt, c'est le dernier jour de travail, le 24 décembre. Alors, est-ce que c'est 92? Voilà. Et donc, je pense que c'est 93. Pardon? Non, mais dis. 94. 94? 94, voilà. Bon, je me souviens. Perrotin fermé en 94. Perrotin, 31 juillet 94, Roncourt, 24 décembre 92 et 30 juin 91 pour Mérimainville. Donc il arrive une succession d'actions. Premièrement, industrielles, pour défendre le bassin, pour défendre l'Orbine, pour dire que c'est une aberration de fermer les dernières mines. Au moins, on en laisse une, on regroupe tous les mineurs. Ça permet de sauvegarder notre indépendance. Exact. Malheureusement pour nous, du minerai de fer, il y en a en Suède, il y en a au Brésil, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique. Mais n'empêche, aujourd'hui, lorsqu'on voit tous les politiques qui demandent de réindustrialiser la région, de faire revenir ce qu'on a délocalisé avec la mondialisation en France, on aurait gardé une mine de fer. Ça permettait à presque tous les mineurs qui étaient encore en activité dans les années 90 de finir leur carrière, et on n'avait pas de licenciement, et on aurait fini aujourd'hui... Oui, puis on aurait conservé un petit peu un savoir quand même, parce qu'aujourd'hui, le savoir, il a disparu. Il reste qu'une seule mine aujourd'hui, c'est Varongéville. La mondialisation a fait un mal terrible, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est pas fini. Le choix économique était très discutable, puisque lorsqu'on a travaillé à l'époque sur l'équilibre, c'est Francis Meyer qui a pris la décision. Il faut savoir qu'un an avant, il y avait des investissements importants qui avaient été accordés pour continuer et envisager une exploitation au minimum encore d'une dizaine d'années des mines de fer. On avait accueilli les anciens mineurs de Segré et Soumont en Normandie, qu'on a récupérés, et on ne les a pas fait venir pour 2 ans. À l'époque, on les avait fait venir en disant il y a au minimum une dizaine, une quinzaine d'années encore d'exploitation devant nous. On n'y a pas arrivé, ça a été un choix économique et plus politique qu'économique, stratégique, de la part de Francis Meyer et des gouvernements, puisqu'il suffisait simplement à l'époque au gouvernement de mettre le haut là et de dire non, on maintient une exploitation minière. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été accepté. Aujourd'hui, on peut se poser la question. C'est vrai qu'il y a eu un effondrement du cours des matières premières, et ensuite il y a eu une pénurie.
Donc le prix du fer et la compétitivité de notre minerai serait de nouveau peut-être actuelle aujourd'hui. Ça, on ne le saura jamais, puisque... C'est la fin. Donc, je veux dire, quelle a été l'évolution du statut du mineur qui a été, je crois, en 1945 Oui, 1946. Et qu'est-ce qu'on a perdu jusqu'au bout, et qu'est-ce qu'on a réussi à conserver? Oui, il c'est reste... pas tout, bien sûr, mais... Le statut du mineur, c'était déjà la sécurité sociale. Pour moi, c'était le plus important. Sécurité sociale gratuite. Aujourd'hui, il n'y a plus d'actifs. Les retraités, chaque année, il y en a qui disparaissent de façon naturelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour trouver un médecin dans les SSM, dans les dispensaires, c'est très compliqué. Ou alors on fait appel à des remplaçants qui ne connaissent pas la population. Ensuite, population vieillissante. Donc population vieillissante signifie obligatoirement plus de soins, plus de visites, et ça on n'en tient pas compte. Donc la particularité c'était aussi que c'était une sécurité sociale qui était administrée par des représentants élus. Donc ça, aujourd'hui ils sont désignés, ils ne sont plus élus comme par le passé. Et il y en a de moins en moins, la plupart des dispensaires ont disparu. Quand j'ai commencé à bosser, il y avait 5 SSM. Après, elles ont été fermées et regroupées à travers la SSM B25 à Hayange. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui reste, puisque j'ai quitté le régime minier en 1994. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qui reste au niveau des forces, au niveau de la sécurité sociale minière. Au niveau des avantages en nature, le statut du mineur prévoyait le logement gratuit et le chauffage. Aujourd'hui, rares sont les mineurs qui bénéficient encore du logement gratuit, puisque la politique de liquidation a fait qu'on a vendu à des prix intéressants, disons, les cités ouvrières aux mineurs. Donc, rares sont ceux qui ont résisté à l'appel de sirène. Et bien entendu, quand on achète une maison, on supporte après tous les frais d'entretien. Il y a eu là aussi un désengagement au niveau du patronat. Ensuite, il y avait l'immobilière thionvilloise qui gérait tous les entretiens, donc c'est terminé, ça n'existe plus. Et la location, aujourd'hui, je ne sais pas combien elle se monte, mais on ne pourrait pas se loger avec la location logement qui est donnée. C'est comme la location chauffage. Si à l'origine, elle était significative, avec les années, elle a été très peu revalorisée. Aujourd'hui, je ne dirais pas de bêtises, puisque je n'ai plus droit à ces indemnités-là, donc mais tu es bien placé pour le savoir. Oui, mais tu sais que tu ne peux pas te chauffer beaucoup avec l'indemnité, ni te loger avec l'indemnité qui t'est versée mensuellement. Donc le statut du mineur, il concerne encore quelques milliers d'affiliés aujourd'hui, tous ceux qui sont en retraite de toutes les substances, potasse, charbon, fer, ardoise. Ça représente encore quelques milliers d'affiliés. On est loin des 500 000 mineurs qu'il y avait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, on demandait aux mineurs de retrousser ses manches pour pouvoir reconstruire le pays. On a bien vite oublié les efforts qui avaient été faits par l'ensemble de la corporation pour voir comment qu'elle est lâchement abandonnée aujourd'hui. Et hormis quelques localités où on se rappelle encore qu'il y a eu des mines, nos enfants aujourd'hui, lorsqu'on leur explique, lorsqu'il y a des prés, qu'il y avait des usines, qu'il y avait des mines, qu'il y avait des milliers de travailleurs, ils nous regardent en l'air de dire, mais aussi dans quoi ils travaillaient. Albert Balducci disait toujours, ils effaceront les traces de leurs crimes. On ne sait même plus qu'il y avait des hauts fourneaux à Auboué, des usines, une mine. Tout ça a disparu, a été gommé. Et on parle de tourisme vert. Je ne sais pas si la Lorraine est bien placée pour défendre sa voix au niveau du tourisme vert. Vert, oui. Si c'est vert, avec la pluie qui tombe. Oui, mais c'est tout. Après, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, mais je ne suis pas convaincu, que les luttes ont retardé l'effritement de la corporation et ont permis d'avoir d'être parti en retraite avec de bons avantages. Alain, les yeux dans les yeux. Non, ça c'est du monstre. Tu vas régulièrement voir ton médecin. Oui. Ça sert à rien, tu vas finir par mourir.
Tu le sais. C'est vrai. Donc ça ne sert à rien. La lutte, c'est ça aussi. La lutte, comme le médecin, elle permet de vivre plus longtemps, de travailler plus longtemps et dans de meilleures conditions. Donc, même si, là, effectivement, le bassin ferrifère a fermé, il a permis à beaucoup de camarades de partir en retraite. D'autres ont dû aller 5 ans en usine, c'est ce qu'on appelle le portage. Et puis d'autres, ont dû se reconvertir, c'est comme ça. Mais il ne faut jamais regretter la lutte. Il faut toujours dire qu'on aurait dû en faire encore plus. Ça, j'en suis persuadé. On aurait dû ne pas rester seul. Malheureusement, quand on s'est attaqué aux mines de fer, on disait à nos camarades qui étaient sidérurgistes, attention, parce que la filière chaude, la filière fonte, elle va disparaître. Non, on a le minerai importé. Aujourd'hui, on voit qu'à part les aciers spéciaux, il n'y a plus de filière chaude en Lorraine. Ouais, le four électrique. Voilà. Donc, ils tiennent qu'avec ça pour l'instant. Donc, non, la lutte a permis de travailler, de continuer plus longtemps, parce que les premiers licenciements, c'est 61 la mine d'Ouvrive. Après, il y a eu 63. Après, ça a été la continuité. Mais il y a eu des regroupements, on a permis d'accueillir, je l'évoquais, des camarades d'autres régions qui sont venus finir une carrière chez nous. Et on s'est retrouvé à quelques centaines où il a fallu effectivement se reconvertir. Ça ne s'est pas fait de gaieté de cœur. Et puis voilà, donc ça fait partie de la fin d'une histoire. Mais on peut dire qu'il n'y a pas eu de licenciement sec dans les mines de fer. Alors, il y a, à ma connaissance, il y a eu un licenciement sec. Voilà. Une personne qui a refusé toutes les pistes qui lui avaient été proposées. Et j'étais plus à la mine à l'époque. On m'a demandé d'aller la voir. Donc je suis allé la voir. Et on devait avoir un rendez-vous à la direction de leur mine pour que la personne accepte la proposition qui lui était faite. Et elle n'est pas venue. Voilà. Donc, à ma connaissance, il y a eu au moins un licenciement sec. Par contre, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été reconverties et qui ont reperdu leur emploi. Puisque les premières propositions qui ont été faites, certains se sont jetés dessus par dépit, en se disant, je ne sais pas après ce qui pourra peut-être nous arriver, et ils se sont peut-être un petit peu trop précipités. Et également ceux qui étaient chargés de nous reconvertir, Sodiest, peut-être n'ont pas été trop visionnaires avec des entrepreneurs peu scrupuleux qui ont touché les aides et qui ont mis la clé sous la porte 18 mois après. Donc tant qu'il y avait encore l'entité Lormine, il y avait moyen de défendre collectivement. À partir du moment où on se retrouve seul sur le marché du travail, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'occupation de Metz a permis de faire des avancées très importantes sur la fin? Très importante. Je dirais que l'occupation de Metz a permis déjà de porter le problème du bassin ferrifère au niveau national, a permis d'être reçu au plus haut niveau, que ce soit par Strauss-Kahn et d'autres ministères, a permis de trouver des solutions d'ajustement pour une cinquantaine de camarades qui n'avaient pas droit au portage et qui ont finalement pu se raccrocher au portage, et également de trouver quelques dizaines, peut-être une vingtaine d'emplois dans la fonction publique. Ça a permis de soulager quelques dizaines de familles. Voilà. Mais ça n'a pas réglé tous les problèmes. Et pour la plupart, c'est vrai que ça restera toujours une douleur de ne pas avoir pu finir ces 30 ans et alors Maurice disait tout à l'heure, me retrouver à 30 ans, à 44 ans à la maison, c'est dur, je peux comprendre. Mais se retrouver à 39 ou 40 ans, être obligé de se reconvertir et de rengager une nouvelle activité pour plus de 20 ans, c'est dur aussi. Voilà. Avec le recul, tout dépend également du job qu'on fait. C'est sûr que quand on travaille dans un bureau, c'est plus facile de travailler plus longtemps que lorsqu'on est au front de taille, au fond d'une mine, ou lorsqu'on travaille dans les chantiers publics, comme certains copains l'ont fait à la fin des mines. Ils ont repris une activité dans les chantiers publics, et c'est vrai que c'était pas facile. Voilà.
Alors j'aimerais aussi aborder deux choses. Soit que tu vas nous parler un peu de si tu regrettes de ta période de mine et ton après-mine. Est-ce que tu souhaites en parler ou... Oui, je regrette pas du tout ma période de mine. Ça m'a permis de découvrir une solidarité, même si, bien entendu, c'est plus la même que celle des années 50, mais c'est la société qui avance. Dans les années 50, les gens, tout le monde n'avait pas de voiture, la télévision n'existait pas, donc on était socialisés dans la rue, dans les quartiers, et donc il y avait une vraie vie associative. Après, bien entendu, avec les 30 Glorieuses, la fin des 30 Glorieuses, c'est un petit peu l'individualisation. Et aujourd'hui, la société, on voit bien qu'elle est repliée sur elle-même. Et il faut vraiment des épiphénomènes forts pour que les gens sortent et se rassemblent et luttent. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Non, la mine, ça a été un choix pour moi. Et franchement, ça restera jusqu'à mon dernier souffle présent dans mon cœur. Après, donc j'ai été licencié en 1994. On m'a proposé un poste. Alors, avec le recul, je pense que c'était un piège. On s'est dit, on va lui proposer un poste. Deuxième piège. Premier piège où ils t'ont mis à la pointe sud, à la pointe nord, je sais pas où. Oui, quartier à la ouais. Oui, après en me disant, on va lui proposer un job, et bon, s'il arrive, on ne souhaite pas qu'il se casse la gueule, mais c'est bien. Puis s'il n'arrive pas, bah, il sera liquidé, c'est pas nous qui le liquiderons, et il n'existera plus au niveau de l'Orbine. Donc ça a été un nouveau challenge. Alors, en termes d'expérience humaine, c'est riche, puisqu'on travaille avec des personnes. J'ai été directeur d'un centre de personnes handicapées, donc on travaille de l'humain, on travaille des personnes handicapées qui sont en difficulté, qu'il faut accompagner, non pas pour exister à leur place, mais pour qu'elles soient acteurs de leur projet, et de leur projet de vie notamment. Et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça passe par de la formation. Donc j'ai fait l'École nationale de la santé publique, 3 années, l'école de Rennes. Donc ça a été sanctionné par le diplôme, donc ça donne la légitimité. Et c'est vrai que s'il n'y aurait pas eu ce diplôme, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il est apte ou pas apte? Le fait d'avoir le diplôme, c'est qu'une présomption de compétence, mais ça reste quand même une présomption. Voilà. Et bien entendu, après, j'ai fait 23 ans, donc 24 ans à la mine et 23 ans dans le médico-social. Donc c'est une expérience qui est forte, qui est pour moi aussi forte que celle que j'ai passée dans les mines. Je la mets sur un même pied d'égalité. La première, je l'ai choisie. La deuxième, je l'ai subie. Mais j'ai su l'appréhender et l'apprécier. Voilà. Donc, j'aurais souhaité m'arrêter à ma première expérience professionnelle. La vie a fait que quand j'ai été licencié, j'avais 24 ans et 3 mois. Il fallait 25 ans pour pouvoir être porté. Je n'ai pas fait l'armée et j'avais connu que la mine. Bon, la vie en a fait ainsi. C'était comme ça. Il fallait une date butoir. Il fallait une date butoir. Si donc, tu rentres, c'est bien. Tu rentres pas bien. Je rentrais pas dedans. Voilà. Donc c'était mal taillé pour moi. D'un autre côté, ça m'a permis de découvrir un autre milieu, un autre domaine d'activité et un enrichissement personnel au niveau humain. Parce que je ne peux pas oublier les 23 ans que j'aurais passé à côté des personnes handicapées. Voilà. Oui, on ne va pas parler du fait que tu es à la direction. Il peut y avoir des conflits, mais bon, ça c'est inhérent à tous les postes que tu peux avoir. Voilà. La fonction. Donc, après, chacun son truc. Toi, tu as géré au mieux que tu as semblé faire. Selon le droit, les textes et l'éthique. Voilà. Et l'empathie. Pardon? Et l'empathie. L'empathie, j'en ai toujours eu. Voilà, que ce soit à la mine, voilà. Donc, à partir de là. Voilà. Avec du caractère, bien entendu, parce que... Chacun construit comme ça. Je ne suis pas fait qu'avec du miel, voilà, et donc, quand il faut dire quelque chose, voilà. Je le dis, si ça plaît, c'est bien, si ça ne plaît pas, j'insiste. Très bien.
Donc, le volet, donc, tu as eu ta retraite. Ah, je suis en retraite, là, ça fait 2 ans. Voilà, donc, Très heureux d'être en retraite, voilà. très occupé. Comme tous les retraités. Hein. Comme tous les retraités, voilà. Il faut tenir un agenda à jour. Sinon, on Ça se se passe retrouve bien. avec 2 rendez-vous la même journée. Voilà. Ah, et puis bientôt, il y a... Il y a affaire conclue. Voilà. On a fait le tour ou pas? On a fait, voilà. En gros, ça va. C'est C'était parfait. toi Les le ques- maître de cérémonie. Les questions ont été correctement Oui, posées. c'est J'en ai pertinent. oublié, j'ai oublié mais bon. Non, mais après, voilà, le fait d'avoir l'histoire d'Auboué, parce que Maurice, c'est Un une pilier. vieille figure d'Auboué. Après, moi, je fais partie de la toute dernière génération, hein, puisque Tu es venu après moi, tu as vu? je suis le centre d'apprentissage a fermé en 73. Et moi, je suis sorti en 72 du centre d'apprentissage. Voilà. Donc, après, il n'y en a plus beaucoup. Et sur les 7 qu'on était, je crois qu'il y en a déjà trois qui sont partis, qui sont déjà décédés. Le Kölsch est parti assez rapidement. Kölsch, Caridi, Caridi. Caridi aussi. Joseph Caridi, ouais. Il est parti aussi, Ah, je sais c'était pas. le petit qui avait dit. Voilà. Donc c'est voilà. Donc on est là pour profiter un peu de notre travail. Voilà. Eh C'est ben, bon, Alain? Ah, pour moi, c'était magnifique. Eh ben, Après, j'ai pas osé te pousser sur non, c'est mais bon, pour moi, Voilà, tu as c'est- été bien explicite, c'est bien. Ça m'a convaincu et eh ben, conforté. merci au Cercle d'Histoire de Rouen. Ouais. Merci à toi. Merci. Porte-toi bien. Merci. En avant.